déjà deuxième présentation professorale avec cette fois-ci la professeure Catherine Bourassa Dansereau, qui est au département de la communication sociale et publique et également directrice de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre. Aujourd'hui, sa présentation porte sur le rôle des réseaux sociaux au cours du passage des femmes mineures dans les milieux de la prostitution. Merci de l'acquérir chaleureusement. Merci. Parfait. Alors, moi, on m'avait dit 10 minutes. Donc, ça va être un peu plus court. Et puis, j'ai même mon petit minuteur là, pour être vraiment une bonne élève par rapport à tout ça. Merci beaucoup pour cette invitation, puis pour cet événement super agréable. J'ai été très impressionnée par tout ce que j'ai vu. Je pense que ouais, je suis peut-être pas tout à fait de niveau pour la vulgarisation, puis les beaux PowerPoint, les beaux dessins, là, quand même. Tu sais, donc, bon, voilà, je me lance quand même. Alors, moi, je vous propose une communication. Je me suis dit que mon objectif, c'était de vous donner envie d'aller voir les rapports de recherche qu'on a faits. Parce que là, en 10 minutes, j'ai vraiment pas le temps d'aller dans le détail des résultats. Mais on a travaillé un beau rapport de recherche très bien fait, avec une graphiste extraordinaire qui fait une centaine de pages, mais on a aussi les faits saillants en 20 pages. Fait que ça peut être encore plus intéressant d'aller voir ça. Alors, en espérant que ça vous donnera au moins le goût de faire ça. Bon, je vous ai dit, je vais mettre mon minuteur, mais bien sûr, je ne l'ai pas parti. Voilà, c'est parti. OK. Donc, voilà, une enquête sur les réseaux sociaux numériques et les technologies de l'information et de la communication dans l'expérience prostitutionnelle des jeunes femmes mineures à Montréal, au Québec. Donc, je vais vous parler premièrement un peu du contexte, puis ça sort un peu des résultats, mais il me semblait que ça valait la peine de prendre quelques minutes pour vous parler de ce contexte-là, qui est un contexte particulier en recherche. C'est une recherche qu'on a faite, une recherche partenariale. Donc, je ne sais pas si vous savez un peu ce qu'on entend par recherche partenariale, mais voilà, c'est une recherche qu'on a faite en collaboration avec une équipe de recherche à l'UQAM, dont je fais partie. J'étais chercheure principale dans ce projet-là, mais aussi avec ma collègue Mélanie Millette, qui est professeure au département de communication sociale et publique, et une étudiante à la maîtrise en droit, Martine Bécoté. Donc, une équipe universitaire de recherche, mais aussi des groupes communautaires, des groupes terrain qui travaillent sur les problématiques, les enjeux d'exploitation sexuelle avec des jeunes mineurs dans différentes régions du Québec et qui avaient un besoin de recherche, qui avaient envie de mieux comprendre une situation. C'était même avant la pandémie où, pour ces groupes-là, ils se rendaient compte que les jeunes femmes qui entraient dans les milieux de la prostitution, qui amorçaient des expériences prostitutionnelles. Le recrutement était maintenant teinté, orienté avec les usages des réseaux sociaux, Instagram, Facebook dans ce temps-là encore, Snapchat, que la réalité était complètement différente, mais il leur manquait de données pour le comprendre. Fait que, à l'UQAM, je ne sais pas si vous savez, mais on a un service exceptionnel qui s'appelle le service aux collectivités, dont le rôle, justement, c'est de faire du maillage. C'est de faire cette relation-là entre des groupes communautaires, des groupes de femmes qui veulent mieux comprendre une réalité, une problématique, mais qui ont besoin d'avoir une expertise en recherche. Et donc, ils sont mis en collaboration, en relation avec une équipe de profs, de chercheuses, de chercheurs qui vont collaborer sur ces questions-là. Donc, Christian Gbobli nous parlait d'une recherche engagée. Bien, en effet, ça devient de la recherche très engagée parce que c'est de la production de recherche qui va servir à des groupes qui ont des besoins spécifiques, concrets. Alors voilà, nous, ce qu'on a fait, c'est une recherche qui répondait à des besoins particuliers de groupes qui sont venus nous voir pour essayer de mieux comprendre quels étaient les usages, de quelle façon est-ce qu'on utilisait aussi les réseaux sociaux numériques en contexte d'exploitation sexuelle, avec une volonté d'obtenir des outils, un meilleur portrait de la situation. Et c'est ce qu'on a pu faire dans le cadre de cette recherche-là. Donc, une recherche en 3 temps pour comprendre comment les réseaux sociaux numériques et la technologie transformaient l'expérience des jeunes femmes avant leur entrée dans les milieux liés à la prostitution, pendant
leur passage dans ce milieu-là et après aussi, lorsqu'elles souhaitaient sortir des milieux liés à la prostitution, arrêter ces activités-là, de quelle façon est-ce que leur expérience était transformée par les réseaux sociaux numériques et les technologies de l'information et de la communication. Très rapidement, quelques mots sur la démarche pour vous dire que c'est une recherche exploratoire. Vous pouvez imaginer que c'est assez difficile, en fait, de rencontrer des jeunes femmes mineures qui ont passé par ce processus-là, par ces expériences-là. Donc, nous, on en a rencontré 11 jeunes femmes qui ont accepté de nous rencontrer avec beaucoup de générosité. C'était des jeunes femmes qui ont eu leur première expérience liée à la prostitution alors qu'elles étaient âgées entre 13 et 18 ans. Un profil vraiment très, très varié de jeunes femmes qu'on a rencontrées. Certaines avaient passé une grande partie de leur enfance, adolescence en centre jeunesse, d'autres étaient au sein de leur famille. Certaines sont restées quelques mois dans les milieux liés à la prostitution jusqu'à 6 ans. Une de nos participantes est restée dans ces milieux-là pendant 6 ans. Certaines ont vécu leurs expériences avec des proxénètes, d'autres sans proxénètes de façon indépendante. Donc, vraiment un profil très, très varié, mais certaines constantes et certains éléments qui sont ressortis de l'ensemble de ces expériences-là que je vous présente aujourd'hui. Donc, comme je n'ai que 10 minutes et que j'en ai déjà passé 5, j'arrive tout de suite à la conclusion. Pour vous dire que, voilà, en gros, là, puis personne ne va être surprise d'entendre ça, mais qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux numériques et la technologie Internet dans le cadre de leur expérience à ces jeunes femmes-là? Bien, c'est que ça accélère tout. Donc, je vais tout de suite au deuxième point, là, sur les réseaux sociaux numériques et l'éthique comme amplificateur des réalités préexistantes. Donc, bien sûr, la prostitution existait avant l'arrivée de la technologie et des réseaux sociaux numériques, l'exploitation sexuelle aussi, le recrutement, la sollicitation de jeunes filles dans des milieux physiques. Auparavant, là, on a tous eu l'idée un peu dans les cours d'école, du recrutement dans les parcs. Moi, en tout cas, quand j'étais jeune, mes parents me disaient, va pas aux arcades. Là, à l'arcade, tu vas te faire solliciter pour prendre la drogue, puis peut-être même pour la prostitution. Donc, tout ça existait déjà. C'était des univers qui existaient. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux numériques, avec la technologie, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est beaucoup plus grand, l'ampleur est plus importante. Les lieux de sollicitation sont maintenant dans le monde en ligne, dans les lieux dits virtuels, ils sont très nombreux et surtout, il y en a beaucoup plus. Donc, je vous donne un exemple là, un peu plus concret pour l'illustrer. Par exemple, lorsqu'une fille décide qu'elle va passer aux activités prostitutionnelles, donc, un parcours pour X, Y raison, elle a vécu des sollicitations, elle décide qu'elle va s'engager dans des activités liées à la prostitution. Auparavant, avant que les réseaux sociaux et la technologie existent, vous pouvez imaginer que, bon, il fallait prendre la décision de le faire, soit seul ou soit avec un proxénète ou une proxénète, publier une annonce dans un journal, après ça, attendre d'avoir une réponse d'un client, deux clients, convenir d'un rendez-vous, se rendre sur le lieu. Ça pouvait prendre plusieurs jours, peut-être même une semaine, quelques semaines. Donc, il y avait une temporalité qui était complètement différente. Maintenant, nous, les jeunes filles qu'on a rencontrées, elles nous expliquaient qu'à partir du moment où on prend la décision de s'engager dans des activités ou qu'on est avec un proxénète qui prend cette décision-là pour nous, en quelques heures, ce processus-là se réalise. C'est-à-dire qu'en quelques heures, des photos sont prises de la jeune femme, l'annonce est publiée, en quelques heures, en quelques minutes, on reçoit des centaines de réponses de clients. Et une heure ou deux plus tard, il y a déjà un rendez-vous qui est confirmé. La fille est dans une chambre d'hôtel. Elle reçoit son premier client. Donc, la temporalité est complètement différente. On peut imaginer ce que ça a aussi comme répercussion, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir. On parlait de métacognition. Je ne suis pas sûre qu'on est exactement là. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas de recul, on n'est pas capable de réfléchir, on n'est pas capable de se dire, bon, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur On est directement dans cette réalité-là. Ça, c'est un exemple pour la première
expérience, mais pour les sollicitations, c'est les mêmes choses. Les filles nous racontent recevoir des sollicitations à chaque jour, des centaines de sollicitations. Donc, ça l'amplifie tout. Quand les filles décident de sortir de la prostitution, en sortir, avant, elles avaient des menaces, elles avaient des sollicitations qui revenaient des milieux prostitutionnels. Mais là, c'est encore plus, c'est à toute heure du jour et de la nuit, c'est à tout moment. Donc, amplification, amplificateur. Un autre élément important qui est ressorti, c'est l'effet des bulles, des filtres algorithmiques. Donc, vous connaissez peut-être ce principe aussi, ce concept, cette idée selon laquelle, en quelques mots, là, très rapidement, le contenu qu'on consomme sur nos réseaux sociaux, qu'on consomme en ligne, eh bien, ça va inciter les algorithmes à nous proposer du contenu qui est similaire. Donc, à force de consommer toujours le même contenu, on arrive à quelque part dans une sorte de bulle qui peut malheureusement nous offrir une vision du monde qui peut être un peu homogène, là, disons. Alors, plusieurs filles qu'on a rencontrées étaient un peu dans cette réalité-là, c'est-à-dire qu'elles consommaient du contenu que nous, on a appelé, qui était lié à une culture numérique liée au monde prostitutionnel. Ce qu'on voulait dire par là, c'est des vidéoclips, de la musique, des influenceuses, des influenceurs, des images, des représentations du corps, de la sexualité, etc., qui rendent un peu glamour ou qui banalisent et qui normalisent les différents éléments qui sont liés au milieu prostitutionnel. Et ce que ça fait, ça, ça fait que les filles qu'on a rencontrées nous disaient, mais c'est normal, c'est partout la prostitution, le travail du sexe, l'industrie du sexe. Et c'était, mais j'ai 2 minutes de plus, hein, comme c'était 12 minutes finalement, 1 minute. Voilà, c'est que ça normalise, ça banalise et ça légitime peut-être éventuellement la décision d'amorcer des activités, de les avoir. Ça complexifie aussi la sortie des milieux. Je suis allée très vite là-dessus, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire que quand on consomme du contenu, les filles, ce qu'elles nous disaient, c'est c'est ça la vie. Elles étaient très étonnées que ce ne soit pas ce contenu-là qui soit consommé par tout le monde sur les réseaux ou sur les différentes chaînes qu'elles utilisaient. Donc, voilà, un autre élément. Et comme les réseaux sociaux, ils amplifient les demandes et les propositions, les sollicitations. Si en plus on a une bulle algorithmique qui normalise ou qui banalise ces éléments-là, ça facilite le passage au milieu. Je finis avec ça pour vous dire que, bien sûr, dans les recommandations, je vous ai dit que c'est un rapport de recherche avec des groupes. Donc, ce qu'on voulait, c'était des pistes d'intervention, des pistes de réflexion pour ces groupes-là. On n'est pas du tout dans une logique qui serait d'interdire les réseaux sociaux, la technologie. On n'est pas du tout dans une logique qui serait d'interdire non plus un type de contenu, mais plutôt de développer vraiment un esprit critique, à la fois au niveau de ce contenu-là, mais aussi au niveau de la technologie et de ces filtres-là algorithmiques et de quelle façon est-ce qu'on peut les déceler et s'assurer d'avoir des stratégies pour naviguer à travers tout ça, comme stratégie de protection pour les jeunes femmes avant, pendant et après aussi leur sortie des milieux qui sont liés à la prostitution. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. J'aurais pu laisser juste pendant les questions le nom des participantes. Enfin, j'aurais voulu les remercier. Elles étaient 11 de superbes participantes. Voilà, merci beaucoup à elles toutes. Merci à vous, professeur Bourassa-Dansereau. On aurait-tu des questions pour elle? Oui, Xavier. Je m'en viens, ce sera pas long. Merci. Je pense que je vais, en tant que papa, je me permets d'être en désaccord avec vous sur la question de l'esprit critique, parce qu'une fille de 13 ans sur les réseaux sociaux, c'est un être profondément irrationnel. Lui demander d'avoir de l'esprit critique à 13 ans, alors que certains à 45 n'en ont pas encore, pas facile. Il y a un volet, par contre, de conclusion que vous n'avez pas évoqué et qui pourrait être une voie de sortie. Je voulais avoir votre avis. Au Québec, c'est pas n'importe qui peut être avocat, c'est pas n'importe qui peut être médecin. Il y a un ordre des avocats, il y a un ordre des médecins.
Et la prostitution, comme les réseaux sociaux, c'est le Far West. Donc, parce que c'est interdit, parce que ça ne devrait pas se passer, on l'oublie, ça se passe derrière des autoroutes, ça se passe dans la noirceur de l'Internet, parce qu'il n'y a pas d'encadrement aussi. Est-ce qu'un peu finalement comme on a fait avec l'alcool dans les années 1920, comme on a fait avec le cannabis il y a peu, la solution, ce ne serait pas légalement en fait de créer un ordre de la prostitution avec on affronte de face le problème en disant oui, ça existe, oui, il y a des gens qui veulent le faire, comme ça se fait en Allemagne, en Hollande, et donner à ces filles, en fait, le véritable visage de ce que c'est. Merci pour vos commentaires. Écoutez, moi, premièrement, je vais être en désaccord avec vous. Je pense que l'esprit critique se développe et est présent à tout moment chez nos enfants. Bien sûr, on ne demandera pas à une jeune fille de 13 ans d'avoir les mêmes stratégies, les mêmes réflexes et les mêmes réflexions qu'une fille de 16, 18, 24, 48. Mais par contre, des réflexions autour du consentement, du corps, de la sexualité, d'avec qui on est en relation sur les réseaux sociaux aussi, qui sont, est-ce que nos comptes sont publics, est-ce que nos comptes sont privés, qui sont nos amis. Donc, ce sont des petits éléments qui nous apprennent à naviguer dans ces réseaux-là, puis à avoir des stratégies de protection individuelle, protection de la vie privée, protection de nos relations. Des trucs aussi simples que la géolocalisation. Est-ce que sur SnapMap, là, tout le monde peut nous voir, tout le monde peut savoir on est où? Donc, ce sont des petites choses comme ça qui font partie d'un esprit et de stratégie critique plus large, qui bien sûr deviennent des outils très importants lorsque les filles sont engagées dans des activités qui sont liées à la prostitution. Mais je pense qu'on peut travailler cet esprit-là critique certainement dès 13 ans, puis même avant, je pense que ça vaudrait la peine aux primaires déjà d'y réfléchir puis d'en discuter. Maintenant, sur l'épineuse question que vous avez abordée là, autour du travail du sexe, je vais m'en sortir un peu lâchement, là, sans rentrer dans un grand débat. On pourra en discuter par la suite si vous voulez, mais en disant que nous, on a rencontré des filles mineures. Donc, des filles qui sont à peu près dans toutes les législations au monde, là, ce sont des filles mineures. Donc, même directement, on parle d'exploitation sexuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de travail du sexe. Plusieurs filles aussi qui étaient vraiment dans des situations d'exploitation sexuelle, de coercition, avec des proxénètes. Donc, voilà. Est-ce que ce serait nécessairement la solution? Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir qu'est-ce que ça veut dire dans leur expérience qu'il y a les réseaux sociaux et la technologie. Ça la transforme pour le meilleur et pour le pire. J'aurais pu vous donner aussi des exemples qui leur permettent d'avoir un plus grand contrôle parfois sur leurs expériences. Merci pour cet échange, professeur Bourassa. Dansereau, on va devoir terminer la période de questions comme le temps avance, mais on invite encore une fois les gens qui sont curieux à poursuivre la conversation par la suite. Donc, j'aimerais qu'on remercie encore une fois, professeur. Merci.